Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Monsieur David Schreiber pour son invitation à venir partager avec vous, dans le cadre de votre enseignement, les avancées que nous avons réalisées au cours des dernières années concernant l'audition. Brièvement, ce que nous avons réalisé, c'est le fait que, comme vous allez le voir, nous avons fait entrer en quelque sorte le système auditif dans l'ère moléculaire grâce à une dissection de nature génétique. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, je vous prie d'excuser le fait que la plupart de mes diapositives sont en anglais, mais je pense que ça ne vous pose pas vraiment de grandes difficultés. Alors, en guise d'introduction, ces mots d'Emmanuel Kant: ne pas voir sépare les individus des choses, ne pas entendre sépare les individus des individus. En effet, l'audition tire son rôle majeur du fait du développement du langage que l'on situe à la fin du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a environ 50 000 ans. L'audition est devenue le sens par lequel la communication interindividuelle, sur lequel la communication interindividuelle se fonde. Et en quelque sorte, c'est de ce fait le sens qui est le plus associé au lien social, puisque un des rôles du langage, c'est l'établissement du lien social. Alors, en parallèle, l'Homo sapiens a commencé à créer des instruments de musique, et celui que vous voyez ici est une flûte taillée dans le radius d'un vautour. Cette flûte est datée de 40 000 ans, et donc ceci souligne le fait, un autre élément important lié à l'audition, c'est la musique. La musique dont Lévi-Strauss disait « La musique et la mythologie », j'aime beaucoup cette citation, sont des machines à supprimer le temps. Je vous invite à réfléchir sur ce point. Si bien qu'en écoutant la musique, et pendant que nous l'écoutons, nous accédons à une sorte d'immortalité. Que la musique soit un langage, à la fois intelligible et intraduisible, fait de la musique elle-même le suprême mystère des sens de l'homme, celui contre lequel elle bute et qui garde la clé de leur progrès. Alors, l'audition est très répandue dans le règne animal, la communication les moins et les apprentissages vocaux sont eux-mêmes bien plus limités. Seules quelques espèces font l'apprentissage des vocalisations. Chez les oiseaux chanteurs, principalement les passereaux. Vous avez aussi l'apprentissage des vocalisations est observé chez l'éléphant, chez la chauve-souris, chez les dauphins et bien sûr chez l'homme, ici une chanteuse qui n'est pas de votre époque, Jessie Norman. Alors c'est intrinsèquement un domaine pluridisciplinaire et on doit même dire interdisciplinaire. De tout temps, ce domaine a été multidisciplinaire, pluridisciplinaire. D'abord aux mains, vous allez le voir, des physiciens, puis des musiciens, puis seulement récemment des biologistes. Des physiciens, pourquoi ? Parce que certaines propriétés du système auditif semblent être incompatibles avec les lois de la physique. Alors ici, je pense que ce n'est probablement pas utile que je vous rappelle donc que le son consiste en des vagues de pression qui sont propagées dans un milieu élastique. Alors, ce qui a interrogé d'emblée les physiciens, c'est le fait que le seuil auditif que nous sommes capables de percevoir correspond à une énergie acoustique qui est proche de celle du bruit thermique. Comment est-ce possible alors que, comme vous allez le voir, l'organe sensoriel auditif, qui s'appelle la cochlée chez les mammifères, est rempli de liquide et que le son, qui consiste en une stimulation donc mécanique, cette stimulation va être automatiquement amortie par les liquides. Donc c'est le type d'interrogation, de questions que se sont posées les physiciens. Autre caractéristique, une gamme de détection de l'intensité acoustique
s'étend sur 12 ordres de grandeur, une sensibilité particulièrement large, contrairement à ce qui est observé au niveau de la vision, qui va de 20 Hz, c'est-à-dire de 20 oscillations par seconde, à 20 kHz, 20 000 oscillations par seconde. En revanche, nous sommes très mauvais dans la discrimination de l'intensité sonore. Nous sommes très bons dans la discrimination fréquentielle. Cette discrimination fréquentielle, en particulier pour les fréquences associées au langage, c'est tout le poids de l'évolution, est particulièrement élevée, 1 sur 1000, et puis une discrimination temporelle qui est absolument majeure, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors ceci, c'est une représentation du spectrogramme du mot son, représentation en temps-fréquence. Vous avez ici la représentation de la consonne S, donc un ensemble de fréquences qui s'étend sur un large spectre, et au contraire, la syllabe ON en un ensemble de fréquences discrètes qui sont les multiples de la fréquence fondamentale qui correspond à la fréquence de vibration des plis vocaux. Alors, je reviens un instant sur ces physiciens, puisque vous êtes là dans une formation pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire. Donc, j'aimerais mentionner tout particulièrement Georg Simon Ohm, que vous connaissez pour les lois de l'électricité, considérées comme des lois approximatives. Je laisse ce jugement aux physiciens. Et certains considèrent que sa principale contribution a été de poser le fait que l'organe sensoriel auditif se comportait comme un analyseur fréquentiel, c'est-à-dire était capable de décomposer les sons complexes en des sons purs élémentaires à la manière du théorème de Fourier. Je passe sur Hermann von Helmholtz pour me concentrer un instant sur Lord Rayleigh. Lord Rayleigh, vous avez sans doute entendu parler de ses travaux en physique, sur la physique des ondes, qui était le premier à formaliser la façon dont nous localisons dans l'espace une source sonore. En particulier, il a montré que ce qui est important, les deux oreilles sont sollicitées et que c'est le délai temporel du son arrivé à une oreille versus l'autre qui est analysé au niveau du système auditif. Et il en a conclu que la localisation de la source sonore, dès que l'on s'éloigne de l'azimut 0, était donc possible par ce délai temporel et que le système auditif chez l'homme est capable de déceler un délai temporel de 12 microsecondes. Donc, en termes de performance temporelle, c'est un système qui est tout à fait remarquable. Alors, un mot juste sur Thomas Gold, un astrophysicien qui, lui, s'est posé la question de la sensibilité du système auditif. Comment détecter une intensité acoustique proche du bruit thermique? Il a postulé, et ça c'est la force des physiciens, il a postulé le principe de l'existence d'un amplificateur dans la cochlée. Cet amplificateur, il a été trouvé maintenant, et il a cette propriété remarquable d'être un amplificateur non linéaire. Plus le son qui parvient à la cochlée est faible, plus l'amplification est forte, et au-delà d'une certaine intensité, 60 décibels, il n'y a plus d'amplification. Alors nous passons maintenant à la structure de l'oreille et nous allons voir comment se propagent les ondes sonores dans la cochlée. Alors tout d'abord, les trois compartiments de l'oreille, le pavillon de l'oreille avec le conduit auditif externe, obturé par le tympan, une chaîne des trois petits osselets du corps humain qui est située dans l'oreille moyenne, et puis nous allons rentrer dans l'organe sensoriel auditif, qui est la cochlée, dont nous allons voir qu'elle est un des deux organes abrités par l'oreille interne, qui est cet ensemble-ci. Alors, ici, l'oreille interne, avec à nouveau la cochlée, entourée en deux tours, trois quarts de spire chez l'homme, et cet autre organe sensoriel, qui est le vestibule,
organes de l'équilibre. Leur origine embryologique est la même. Contrairement à la rétine, qui est une émanation du cerveau, l'oreille dérive de ce que l'on appelle des placodes. Donc une origine embryologique complètement différente, et c'est la même placode qui va donner naissance à la cochlée et à l'organe de l'équilibre, le vestibule. Maintenant, une section de cette cochlée. Vous voyez juxtaposés 3 tubes qui sont en réalité remplis de liquide, et dans le tube central se situe l'organe sensoriel auditif, le neuroépithélium lui-même, que l'on appelle organe de Corti. Il repose sur une membrane dite membrane basilaire. Cette membrane a des propriétés physiques continuellement variables de la base de la cochlée à l'apex de la cochlée, là où elle est tendue de la base à l'apex. Et c'est en raison de ces propriétés physiques continuellement variables, en particulier de sa très forte rigidité à la base et au contraire de sa rigidité très faible à l'apex, que l'onde qui va se propager, en fonction de sa fréquence, va se propager jusqu'à un site donné sur cette membrane et s'effondrer à un emplacement qui est corrélé avec la fréquence sonore. Donc c'est grâce à cette membrane, mais nous verrons, ce n'est pas exclusivement cette membrane, mais elle joue un rôle majeur. Cette membrane agit de façon complètement passive, que s'établit ce que l'on retrouve dans beaucoup de systèmes sensoriels, c'est-à-dire une représentation d'un paramètre physique à analyser, ici les fréquences sonores. Alors, ce que vous voyez ici, c'est à nouveau, ça veut représenter la membrane basilaire, et donc cette onde qui va aller en grandissant pour s'effondrer en un point précis le long de la membrane basilaire, donc, et ce point étant dicté par la fréquence sonore. On a coutume de représenter la cochlée sous la forme d'un piano. Alors, ce qu'analyse la cochlée, c'est un spectre fréquentiel de 8 à 9 octaves, 8 octaves et demi. Et donc, la cochlée est de fait non pas, comme représenté ici, la membrane basilaire, et non pas linéaire, mais enroulée, comme vous l'avez vu au départ, elle suit la cochlée. Et les basses fréquences sont analysées à l'apex de la cochlée, et là où la membrane est souple, c'est-à-dire qu'elle se propage jusqu'à l'apex et s'effondre, et les hautes fréquences sont analysées à la base de la cochlée. Alors, vous allez voir une représentation de ceci, c'est-à-dire que vous allez voir la cochlée se dérouler de façon à ce que vous puissiez... Alors, c'est un schéma, vous allez voir la membrane basilaire, donc étroite à la base où sont analysées les hautes fréquences, large à l'apex et souple. Un son d'abord grave, analysé donc à l'apex, un son aigu à la base, un son intermédiaire, les 3 sons en même temps, puis ensuite de ça, vous reconnaîtrez un morceau classique. Alors voilà ce qui s'opère dans votre cochlée quand vous entendez un son. Alors, le conduit auditif externe, le tympan en brun, les osselets sont à peine représentés, la cochlée enroulée, que vous allez voir se dérouler, et si tout va bien, le son. Grave.
ici, c'est bien sûr un cours pluridisciplinaire, vous avez reconnu? Oui? Allez-y. Comment? Absolument, toccata et fugue en ré mineur. Voilà. Alors ici, une représentation schématique du système auditif. Vous avez vu donc que la cochlée, représentée ici, est un analyseur fréquentiel. Et donc que chaque fréquence est représentée le long de l'axe longitudinal de la cochlée. Eh bien, tout le long des voies auditives, on retrouve ce type de carte, ce qui veut dire que les différents paramètres sonores qui vont être extraits le sont toujours dans un contexte d'analyse fréquentielle. Alors ceci est vrai jusqu'au cortex auditif primaire et même au-delà. Vous voyez à nouveau cette représentation fréquentielle. J'attire votre attention sur le fait que les voies auditives qui sont ici extrêmement simplifiées, en réalité, sont extrêmement complexes. Je poursuis ma comparaison avec le système visuel. Dans le système visuel, vous avez donc la rétine, émanation du cerveau, qui traite de façon très exhaustive les signaux lumineux. Puis ensuite de ça, vous avez une projection directe au thalamus, du thalamus au cortex visuel primaire. Rien de comparable ici. Vous avez donc à la périphérie un système qui analyse le son, le signal mécanique, avec une précision extrême. Puis ensuite de ça, d'autres paramètres vont être extraits tout le long des voies auditives jusqu'au cortex auditif primaire. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que ces voies sont croisées, en quelque sorte. Quand vous portez votre portable à l'oreille droite, vous faites travailler essentiellement, pas seulement, mais enfin, c'est votre cerveau gauche qui est sollicité. Autre spécificité du système auditif, je vous ai montré jusqu'ici les voies ascendantes. Eh bien, les voies descendantes que vous voyez ici en rouge sont extrêmement développées. Ceci se traduit par le fait que les apprentissages auditifs sont tels qu'ils modifient ce que vous entendez quasiment depuis le premier relais auditif. Donc si on enregistre les réponses électriques du système auditif chez des musiciens et chez des non-musiciens, les réponses sont différentes. Entrons maintenant dans ce compartiment central que je présentais tout à l'heure, où se loge le système sensoriel auditif, et donc plus particulièrement le neuroépithélium auditif, dit organe de Corti. Deux types de cellules sensorielles sont présentes. Les cellules dites ciliées internes, ce sont les authentiques cellules sensorielles. Elles seules envoient un message codé au cerveau. Et les cellules ciliées externes, organisées en 3 rangées, ce sont, quant à elles, des amplificateurs, comme nous allons le voir. Elles n'envoient quasiment aucune information au cerveau. Pourtant, elles sont stimulées de façon très semblable aux cellules ciliées internes par le son. Alors, au-dessus des cellules sensorielles, ce voile indique la présence d'un gel acellulaire qui va venir stimuler les cellules sensorielles au niveau, cellules ciliées internes comme externes, au niveau de leur apex, au niveau de ce que l'on appelle la touffe ciliaire, qui est, comme nous allons le voir, l'antenne de réception du son de ces cellules. Ici, la touffe ciliaire des cellules ciliées internes et en bas des cellules ciliées externes. Ces bâtonnets que vous voyez, rigides, sont appelés stéréociles. Ils sont emplis de filaments d'actine qui sont empaquetés de façon particulièrement dense. Et lorsque cette touffe ciliaire se développe, cellules ciliées internes comme externes, à côté des stéréociles,
il existe un cil essentiel à l'obtention de cette forme de la touffe ciliaire qui va ensuite disparaître. Entrons dans la cochlée. On ouvre la cochlée. En haut, maintenant, la membrane tectoriale. Et ce que vous devez reconnaître, devant, ce sont les touffes ciliaires des cellules ciliées externes et au fond, les touffes ciliaires des cellules ciliées internes. Les touffes ciliaires des cellules ciliées externes sont localisées dans la membrane tectoriale. Elles sont véritablement incluses dans cette membrane tectoriale, de sorte que lorsqu'il y a stimulation sonore, et nous allons voir comment, la membrane tectoriale entre directement à un rôle direct pour stimuler les cellules ciliées externes. A l'inverse, les cellules ciliées internes ont une touffe ciliaire qui est libre et qui va être stimulée par les flux liquidiens sous la membrane tectoriale. Alors, je ne vais pas vous résister à vous montrer ces images en microscopie à balayage. Pour moi, elles suscitent une émotion que je trouve une émotion importante. Ce sont des structures presque cristallines d'une régularité incroyable. Et maintenant, au niveau du vestibule, on va retrouver à l'apex des cellules sensorielles ces types d'interrupteurs un peu différents, mais vous voyez cette forêt parfaitement organisée. Le son est analysé dans la cochlée. Quelles sont les activités de la cochlée? La cochlée se comporte comme un microphone, et on a même coutume de dire que ces cellules sensorielles sont des microphones cellulaires. Elle va convertir la stimulation mécanique sonore en une activité électrique qu'elle va transférer via des synapses aux neurones auditifs qui eux-mêmes vont propager l'influx nerveux jusqu'au système auditif central. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, la cochlée est un analyseur fréquentiel, c'est un amplificateur, nous verrons qu'elle génère des distorsions, c'est un appareil que vous n'achèteriez jamais dans le commerce. De fait, lorsque l'on vous présente, vous allez, tout à l'heure, j'y reviendrai, deux fréquences proches, votre appareil auditif génère des fréquences additionnelles que vous entendez et que certains musiciens ont de fait exploité. Alors, la cellule ciliée interne, je vous l'ai dit, c'est donc un microphone cellulaire, cellule ciliée externe, même chose, mais toutes les autres fonctions appartiennent exclusivement aux cellules ciliées externes. Cellules ciliées externes, alors ce sont vraiment elles existent chez tous les mammifères, et on peut dire que c'est vraiment l'aboutissement d'une évolution tout à fait remarquable, puisque c'est toute la structure des cellules ciliées externes qui est sollicitée pour répondre de façon optimale à une fréquence donnée. J'ai parlé tout à l'heure de la membrane basilaire. Sur la membrane basilaire, pas en contact direct, mais la vibration de la membrane basilaire va être très bien transmise à ces cellules ciliées externes, qui vont en quelque sorte affiner la vibration en fréquence, aboutir à une stimulation de la membrane basilaire beaucoup plus accordée en fréquence qu'elle ne l'était au départ. Alors je dois dire que la vidéo que je vous ai montrée est un peu trompeuse, parce qu'en réalité, quand vous n'avez que la membrane basilaire toute seule, vous avez une déformation de la membrane basilaire qui est bien plus globale que ça, qui certes s'effondre à la fréquence qui correspond à la fréquence sonore, mais ce que vous avez vu correspond davantage à une membrane basilaire sur laquelle reposeraient ces cellules ciliées externes. Et ces cellules ciliées externes se présentent, elles sont accordées en fréquence, et elles sont accordées en fréquence grâce, d'une part, à leur touffe ciliaire. Vous voyez ici une touffe ciliaire des cellules ciliées externes répondant à des basses fréquences, à des hautes fréquences, et ici à des basses fréquences. Et d'autre part, certains se sont amusés
à mesurer la longueur du corps cellulaire dans différentes espèces qui répondent à différentes fréquences. Eh bien, vous allez facilement le deviner, la chauve-souris est en A. La chauve-souris qui répond à des fréquences sonores particulièrement élevées, un corps cellulaire des cellules ciliées externes minuscule, une touffe ciliaire totalement rigide, et pour aller un peu plus vite, on le verra tout à l'heure, que la touffe ciliaire d'autres mammifères, seulement 2 rangées de stéréociles. Alors cette amplification, elle est médiée par cette propriété d'électromotilité, c'est-à-dire le fait qu'en réponse au son, les parois des cellules ciliées externes se contractent au rythme sonore, ce qui amplifie le déplacement de la membrane basilaire. Alors ce mécanisme est un mécanisme actif, et donc, je vous le disais tout à l'heure, cette amplification est non linéaire. Alors nous allons maintenant entrer dans une des fonctions majeures des cellules sensorielles, la conversion du signal acoustique, donc mécanique, en signal électrique. C'est ce que l'on appelle la transduction auditive. Pour cela, il me faut mettre en place un lien, en anglais tip link, en français lien de bout de cils, qui se localise entre une rangée de stéréociles et la rangée de stéréociles immédiatement adjacente, taille plus faible, et dans laquelle c'est le stéréocyle le plus long où va se situer l'apex de ce tip link, et celui qui est adjacent dans la rangée moyenne, ici, où va se situer la base du stéréocyle. La base, du tip link. Alors, ce lien, il est orienté dans l'axe de stimulation des cellules sensorielles, en particulier de la touffe ciliaire. C'est en raison de cette orientation que les microscopistes, les premiers qui ont observé ce lien, ont proposé qu'il s'agisse d'un lien impliqué dans la transduction auditive. Alors voici ici un schéma qui veut représenter cette transduction auditive. Chacune des rangées de stéréociles est représentée par un seul stéréocyle. Ici, le tip link. En bas, depuis quelques années, on a localisé, contrairement à ce que vous pourrez voir dans certains textbooks, le canal de mécanotransduction qui va s'ouvrir pour laisser passer des cations potassium et calcium. Et donc, vous allez voir, lors de la stimulation, la touffe ciliaire oscille, et lorsque il y a déflexion du côté du stéréocyle le plus long, il y a tension dans ce lien de bout de cils et ouverture du canal de mécanotransduction. Vous voyez ici ce flux de potassium dépolarise la cellule. À l'autre bout, vous avez la synapse. La cellule étant dépolarisée, les vésicules synaptiques vont fusionner, le calcium va rentrer à la base de la cellule, les vésicules synaptiques vont fusionner avec la membrane présynaptique. Et tout ça, au moins jusqu'à certaines fréquences, en phase avec le son. Alors vous avez vu une magnifique physique. C'est la situation au début des années 80, encore incomplète, mais vraiment très avancée si l'on compare au peu, on peut dire la quasi-inexistence de données moléculaires dans les années 80. Et c'est en examinant cette situation que j'ai essayé de comprendre pourquoi un système qui avait véritablement passionné les physiciens n'avait jamais passionné véritablement les biologistes moléculaires. Et je me suis rendu compte que simplement, essayer d'isoler des molécules qui ont un rôle crucial au niveau de la cochlée, c'était sans espoir, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la cochlée contient seulement un tout petit nombre de cellules pour chaque type cellulaire. Nous entendons avec seulement 3000 cellules ciliées internes sans renouvellement. Donc si j'ai un message, protégez votre capital auditif, il n'y a pas de régénération et vous avez très peu de cellules sensorielles. Ceci voulait dire que les techniques de biochimie
ne permettait pas et ne permettrait pas avant longtemps d'isoler les protéines qui ont un rôle critique dans ce processus d'analyse des sons et en particulier dans la transduction auditive. La génétique ne connaît en rien des limites de nombre et de quantité de molécules. Si vous êtes capable de suivre la transmission d'un déficit quelconque, de génération en génération, avec les techniques d'analyse du génome, qui étaient juste, on peut dire, débutantes dans les années 80, mais malgré tout, vous allez pouvoir localiser ce gène défectueux sur les chromosomes, puis maintenant c'est beaucoup plus simple avec le séquençage du génome total, ce n'est pas comme ça que nous avons procédé, mais vous pouvez en tout état de cause prétendre isoler le gène correspondant. Et une fois que vous avez le gène, vous pouvez remonter à la protéine, au rôle de la protéine, etc. La force de la génétique, c'est qu'elle est causale, contrairement à ce que vous pouvez observer quand vous avez affaire à une modification biochimique. Vous ne savez jamais si c'est la cause ou la conséquence. Là, la génétique vous donne tout de suite le lien causal. Donc nous avons décidé d'essayer d'isoler les gènes responsables de surdité. Alors je ne vais pas aller trop dans les détails, c'est une longue aventure, mais je vais juste auparavant vous présenter ce qu'est la surdité, en particulier pour ceux qui ici ont un intérêt tout à fait majeur pour tout ce qui concerne le handicap. La surdité, on pourrait, pour être bref, je dirais qu'il y a d'une part la surdité congénitale profonde, pas d'acquisition spontanée du langage, 2/3 des cas héréditaires pour la surdité profonde. Ensuite, il y a un agresseur majeur du système auditif, c'est le bruit. Et l'OMS ne cesse d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, plus d'1 milliard de jeunes sont au risque de développer des pertes auditives en raison de leur surexposition au bruit. Vous allez sans protection dans des lieux très bruyants. Le lendemain, vous avez l'impression d'avoir les oreilles qui bourdonnent. Vous allez voir l'ORL ou vous allez aux urgences. On vous dit que vous avez une élévation du seuil auditif. Revenez donc dans 15 jours, 3 semaines, le seuil auditif est revenu à la normale, vous êtes tranquille, mais vous ne devriez pas être tranquille, on le sait maintenant. C'est-à-dire qu'un seuil auditif, qui est la seule chose que va mesurer en règle générale l'ORL, un seuil auditif normal peut être accompagné d'une perte des neurones de 50%, et une perte qui va ensuite de ça se poursuivre de façon inexorable, sans qu'il y en ait la moindre manifestation sur le seuil auditif. Donc il faut savoir que le bruit est vraiment l'agent environnemental qui menace l'audition d'une façon générale. Puis ensuite, il y a 85% des atteintes auditives sont liées à l'âge. Elles sont liées à l'âge, elles se traduisent par un isolement, d'ailleurs même celles qui apparaissent, excepté les surdités congénitales, mais celles qui apparaissent autour de 20 ou 30 ans, isolent, comme nous le verrons. Celles qui sont liées à l'âge isolent, de fait. Elles sont liées à des facteurs environnementaux, comme l'exposition au bruit, toujours la même chose, et à des facteurs génétiques. Et aujourd'hui, la question majeure qui est posée est la suivante. Le premier risque de démence, c'est la perte auditive. On ne sait pas, et ça c'est l'objet de recherches qui sont menées à travers le monde, on ne sait pas si c'est la perte auditive qui est à l'origine de perte des fonctions cognitives ou si c'est le fait que ce sont les mêmes facteurs qui sont responsables de l'atteinte auditive périphérique et du développement de la démence. Alors, un mot sur ce testament d'Heiligenstadt de Beethoven adressé à son frère Karl et dont il avait demandé qu'il ne soit ouvert qu'après sa mort. Et c'est sans doute un des plus beaux témoignages sur ce qu'est la surdité.
quand il dit en particulier qu'il doit vivre loin de ses camarades, pas de relations raffinées, pas d'échanges de pensées. Et finalement, il dit « Je dois vivre comme un exilé. Et j'ai cette crainte permanente. Je vis avec le danger que ma condition, la perte de l'audition, apparaisse, soit observée par les autres. » Je pourrais vous passer le texte si vous voulez. Revenons à notre démarche pour chercher les gènes de surdité. Alors, ce que nous avons fait, pour la petite anecdote, nous avons essayé de travailler dans des régions du monde où l'analyse génétique était possible. Dans les pays développés, pour des raisons socioculturelles, il est particulièrement difficile d'accéder aux gènes responsables de surdité. Pourquoi ? Parce que jusqu'à très récemment, les enfants sourds profonds étaient éduqués dans des écoles spécialisées et ils développaient souvent des unions entre eux. Par conséquent, dans une même famille, pouvait être transmis un gène venant du père responsable de surdité, un gène venant de la mère, et on ne pouvait pas tracer le gène venu du père versus celui de la mère, faute d'avoir des examens cliniques qui permettent de différencier les différentes formes de surdité. La plupart des surdités congénitales profondes sont autosomiques récessives. Typiquement, deux parents qui entendent normalement, ils possèdent sur un gène donné un des allèles mutés, et un enfant sur 4 a le risque de développer une surdité en raison du transfert de l'allèle muté venant du père comme de la mère. Donc nous avons décidé de développer notre approche dans des isolats géographiques où la consanguinité est forte et avec l'hypothèse que comme les isolats géographiques sont en règle générale fondés par un petit nombre de personnes, vraisemblablement un seul gène muté ségrégeait dans les familles vivant dans ces isolats géographiques. Donc, j'ai eu la chance, et finalement, je la mesure que rétrospectivement, d'intéresser à ce projet des collègues en Tunisie, au nord, sud de la Tunisie, au Liban, donc tout autour du bassin méditerranéen, où ces collègues se sont mobilisés pour regrouper des familles, comme vous le voyez ici, atteintes de surdité, qui ont bien voulu participer à ces études, et on peut dire que la recherche des gènes de surdité doit l'essentiel, j'ai envie de dire tout en tout cas en ce qui me concerne, aux travaux qui ont été faits grâce à l'engagement de ces familles. Ici, vous avez le premier pédigré que nous avons analysé. Alors, première étape, nous localisions les gènes responsables de surdité et j'en viens directement au bilan actuel. Aujourd'hui, le vaste ensemble des surdités neurosensorielles, les surdités congénitales, les surdités profondes ne peuvent être que neurosensorielles. L'atteinte de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne ne donne jamais une surdité profonde. Des surdités soit légères, soit moyennes. Et donc, maintenant, on connaît environ un peu plus de 120 gènes responsables de surdité isolés, tantôt des formes qui sont dites DFN pour deafness B autosomique récessive ou des formes dominantes. Et une des premières surprises a été le fait qu'en dépit de cette hétérogénéité génétique extrême, un ensemble d'atteintes monogéniques dont on estime que leur nombre atteint sans doute plusieurs centaines, il reste des formes rares à découvrir. Eh bien, en dépit de ce point, un gène à lui seul rend compte autour du bassin méditerranéen de 30 à 50% des atteintes. Il code pour une molécule qui intervient dans la communication intercellulaire que l'on appelle la connexine 26. De l'homme à la souris. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les examens que l'on peut mener chez l'homme sont extrêmement rudimentaires. Par ailleurs, contrairement à la rétine, il n'est pas possible de visualiser directement la cochlée chez l'homme. En conséquence, tous ces travaux reposent sur des modèles
animaux, qui sont principalement des modèles de souris. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un modèle animal. Oui, c'est une chose qui est claire pour vous. Ah, d'accord. Alors, merci. Alors, un modèle animal. Vous avez donc identifié un gène responsable de maladie. Ce que je vous dis, c'est dans bien des cas, vous ne pouvez pas aller tellement loin dans l'exploration chez l'homme. En tout cas, c'est tout à fait vrai pour l'audition. Et ce que vous allez faire, c'est introduire une mutation dans le même gène chez un animal. Et l'animal de référence, pour les biologistes, au niveau des mammifères, c'est la souris. Il y a prochainement, tous les gènes responsables tous les gènes de souris seront inactivés et seront à la disposition des chercheurs avec deux types d'inactivation, une inactivation d'emblée ou une inactivation que l'on peut développer à un moment ou d'un type cellulaire donné. Dans notre cas, nous avons immédiatement après avoir découvert les gènes de surdité, nous nous sommes lancés dans l'établissement de ces modèles murins. Pour certaines maladies, ces modèles de souris miment fidèlement l'atteinte observée chez l'homme et pour d'autres, non. La chance que nous avons eue, et qui contrebalance quelque part la difficulté de l'exploration auditive chez l'homme, c'est le fait que les mutants, les modèles murins, miment fidèlement l'atteinte observée chez l'homme. La cochlée est extrêmement bien conservée en termes de structure et de fonction de la souris à l'homme. Sauf que la souris entend les ultrasons que vous n'entendez pas. Alors, on peut dire aujourd'hui que l'on a le tableau suivant. Grâce à ces modèles murins, on peut proposer une classification des surdités, qui sont des surdités précoces pour l'essentiel, avec un gros contingent d'atteinte de l'antenne des cellules sensorielles, la touffe ciliaire, atteinte de la synapse, qui a des propriétés très particulières, atteinte des jonctions cellulaires, où résident aussi des molécules très particulières parce que ce neuroépithélium est en permanence soumis au stress sonore, et puis des atteintes plus classiques du métabolisme, en particulier atteinte du stress oxydant lié au bruit et de la régulation transcriptionnelle. Juste pour illustrer ce qu'une simple microscopie à balayage permet d'observer dans certains modèles murins des surdités humaines. La touffe ciliaire peut être mal orientée. Elle peut avoir perdu totalement sa forme de V. Les extrémités apicales des stéréocils peuvent être mal ordonnées. Les stéréocils peuvent être trop courts. La touffe ciliaire peut être totalement éclatée. Les stéréocils peuvent être trop longs. Ils peuvent être fusionnés. C'est une véritable galerie de portraits qui permet d'approcher la façon dont la touffe ciliaire se développe et dont elle fonctionne. Alors maintenant, je vais brièvement montrer quel cheminement permet d'établir des ensembles moléculaires et de leur assigner des fonctions à partir des gènes responsables de surdité. Nous nous sommes intéressés à une forme de surdité qui est liée à une cécité que l'on appelle le syndrome de Usher, dont il existe 3 sous-types cliniques, le type 1 étant le plus sévère, avec une surdité congénitale profonde, des atteintes vestibulaires, ça ne vous surprend pas, même origine embryologique, et une atteinte de type rétinite pigmentaire. Et nous avons essayé nous sommes partis de l'hypothèse que vraisemblablement, chacun des gènes responsables du syndrome de Usher pouvait être engagé dans une même fonction et pourquoi pas former un complexe moléculaire. En inactivant chacun de ces gènes, durant le développement, nous nous sommes aperçus que l'inactivation des gènes conduisait, des gènes responsables du syndrome de type Usherin, à un véritable éclatement de la touffe ciliaire. Et nous avons alors observé que les stéréocils avaient entre eux des liens fibreux qui normalement les unissaient. Et nous avons vu, par ce marquage, alors, avec des anticorps,
que ces liens fibreux, de fait, étaient composés par les protéines Usher. Et d'avancer en avancée, nous avons pu démontrer que les 5 gènes connus pour être responsables du syndrome de Usher codent pour 5 protéines qui interagissent les unes avec les autres, qui forment ces liens fibreux, qui solidarisent les stéréocyles entre eux et les ancrent aux filaments d'actine que je mentionnais tout à l'heure, qui emplissent les stéréocyles. Alors très bien, des anomalies, mais vous avez une anomalie de développement. Ceci ne signifie pas que ces mêmes molécules n'aient pas un rôle ultérieurement. Comment peut-on rechercher un éventuel rôle ultérieur? Pour cela, on va développer ce que l'on appelle des inactivations conditionnelles. On va inactiver le gène, mais au moment où on le souhaite. C'est-à-dire que l'on va laisser progresser la formation de la touffe ciliaire, qui, au lieu d'être éclatée, va être complètement normale, comme vous voyez là, et puis on inactive le gène au moment voulu. Et là, on peut se poser la question, que fait, est-ce que la protéine codée par ce gène a un rôle lorsque la touffe ciliaire est mature? Et ce que nous avons observé, c'est que les mêmes protéines qui sont indispensables pour solidariser les stéréocyles dans la touffe ciliaire en développement, le sont également pour former et ancrer ce fameux tip link, ce lien dont la tension propagée jusqu'au canal de mécanotransduction va l'ouvrir sous stimulation sonore. On peut dire que tous les composants de la machinerie de mécanotransduction dans sa partie apicale sont codés par les gènes responsables du syndrome de Usher de type 1, en tout cas tous ceux que l'on connaît actuellement. En revanche, tous les composants que l'on connaît dans la partie basse de cette machinerie de mécanotransduction sont codés par des gènes responsables de surdité isolée. C'est sans exagération que l'on peut dire que l'ensemble de la connaissance moléculaire dont on dispose aujourd'hui sur le système auditif périphérique repose sur l'approche génétique. D'autres liens, alors je vais aller assez rapidement, il y a des liens, par exemple, dans le syndrome de Usher de type 2, qui est moins grave que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. On s'est aperçu que les liens à la base des stéréocyles sont formés par les protéines codées par les gènes dont le déficit est responsable du syndrome de Usher de type 2, formant ensuite de ça des complexes moléculaires qu'on a déchiffrés. Et puis, chemin faisant, un autre type de lien nous a éclairé sur une interprétation trop sommaire d'un test clinique qui est pratiqué assez souvent. Ce test consiste, et je l'évoquais tout à l'heure, à présenter par ce haut-parleur 2 fréquences F1 et F2, et je vous ai dit qu'il y avait génération de produits d'intermodulation, dont un qui a une amplitude particulièrement élevée, 2F1 moins F2. Votre oreille génère des distorsions que vous entendez. Ces distorsions sont produites par les cellules ciliées externes. Elles sont interprétées par les cliniciens quand elles sont absentes par le fait que la cellule ciliée externe ne fonctionne plus. Or, nous avons trouvé que lorsqu'un des liens de la touffe ciliaire est absent, on a une disparition de ces produits de distorsion, alors que l'amplification, c'est-à-dire le seuil, l'amplification qui est due à l'activité de la cellule ciliée externe demeure normale. Ce lien, par le marquage ici aux anticorps marqués alors, c'est un lien que vous voyez au sommet des stéréocyles qui lie à la membrane tectoriale le sommet des stéréocyles de la cellule ciliée externe et également les stéréocyles entre eux. Ce lien avait reçu le nom de top connecteur, indiqué ici par les flèches noires, et ce que vous voyez chez ce mutant défectueux pour stéréocyline, ce qu'indique le STRC, vous voyez la persistance du tip link qui peut donc ouvrir les canaux, mais l'absence de ces liens qui se sont donc révélés. Tous ces liens, excepté le tip link,
Les uns et les autres avaient conclu qu'ils n'avaient sans doute aucun rôle. Tous se sont révélés absolument indispensables au fonctionnement normal de la touffe ciliaire. Même démarche que tout à l'heure pour le syndrome de Usher, nous avons cherché à voir si des atteintes de l'audition chez l'homme qui ressemblaient à cette atteinte-ci pouvaient impliquer des gènes codants pour des protéines qui appartiendraient à ce complexe moléculaire qui forme ces liens dits top connecteurs. Et de fait, nous avons pu montrer récemment que 2 autres gènes de surdité codent pour ces liens, et en particulier, les protéines que nous avons trouvées expliquent cette densité centrale qui caractérise ces liens dits top connecteurs. Brièvement, on peut dire que l'essentiel des liens de la touffe ciliaire, pour la quasi-totalité, on connaît au moins un composant et après inactivation du gène correspondant, on a compris quel était le rôle de ces liens. La force de la génétique, c'est aussi de lier des activités que l'on pensait indépendantes ou à l'inverse de dissocier des activités que l'on pensait liées. Exemple ici, on inactive un gène indispensable à la machinerie de mécanotransduction. Il s'agit d'un des composants de ce lien que j'ai appelé TIP-link, qui va donc ouvrir le canal de mécanotransduction. Que se passe-t-il? Vous voyez ici, on observe une régression de la taille des stéréocyles, là où se trouve normalement le canal. Ceci indique que la taille des stéréocyles de la petite et de la moyenne rangée se maintient ou fait intervenir pour son maintien la machinerie de mécanotransduction. Sans doute parce qu'elle laisse passer le calcium indispensable à la polymérisation de l'actine. Alors maintenant, j'aimerais juste vous dire un mot, puisque j'avais intitulé perception. Là, on est plutôt décodage, encodage périphérique. On est dans la belle mécanique de précision. Mais le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça, en quelque sorte. Il a besoin de cette information, mais déjà les voies auditives vont travailler sur des représentations statistiques des sons. Par exemple, la pluie, le crépitement du feu, ça va être tout de suite extrait dans les voies auditives et tout de suite déchiffré. Et puis, le cerveau, comme dans d'autres types de perception, infère que le son codé qui lui parvient a telle ou telle autre signification. Et là, donc, on passe dans le domaine de la perception. Peut-on envisager de décoder certains éléments des machineries moléculaires impliquées dans le développement ou le fonctionnement du cortex auditif via la génétique? Alors, en science, il faut prendre des risques, il faut faire des paris, quelquefois ils sont bons, quelquefois ils sont mauvais, mais si vous ne prenez aucun risque, la probabilité d'aboutir, en tout cas, je peux parler de la biologie, est quand même assez mince. Alors, nous sommes posé la question suivante. Très bien, nous avons toute cette belle machinerie déchiffrée au niveau de la touffe ciliaire, déchiffrée aussi au niveau de la synapse, qui explique parfaitement les atteintes auditives, les surdités profondes. Mais après tout, qu'est-ce qui nous dit que ces molécules ne sont pas aussi indispensables à d'autres niveaux dans le système auditif? Alors, pour mettre quelques chances de l'autre côté, nous nous sommes intéressés aux 2 molécules qui forment le TIP-link. Ce sont des molécules d'adhésion, ce sont des cadérines d'un type très particulier. Donc, une cadérine qui s'appelle protocadérine, mais qui est une cadérine, et qui s'appelle protocadérine 15, et la cadérine 23. Donc, qui forment ce lien de bout de cils et les liens latéraux qui unissent les stéréocyles en développement. Comme on sait que les cadérines, en règle générale, ont un rôle important au niveau du développement du système nerveux central, nous nous sommes dit, allons donc regarder ce qui se passe au niveau du système auditif, au niveau central. Alors, j'aimerais juste introduire ces questions en mentionnant le fait qu'en opposition avec cette machine dont je vous ai indiqué à la fois la fiabilité, à la fois la précision, eh bien, vous avez un cerveau qui, lui, je pense que vous avez entendu parler de la plasticité cérébrale.
Votre environnement fait votre cerveau, vous faites votre cerveau, et il existe une période tout à fait particulière qui s'appelle la période critique en postnatal, où le cerveau va en quelque sorte se modeler sur l'environnement. Pour preuve, c'est ce qui a été montré par Michael Merzenich et que vous voyez ici en élevant plusieurs espèces, rats ou chats, dans des environnements différents. Dans un environnement standard, on s'intéresse ici à la carte fréquentielle, la carte tonotopique au niveau du cortex auditif primaire. Vous voyez qu'elle se forme à partir du jour postnatal 16 jusqu'au jour 80. Vous voyez apparaître avec ce code couleur les différentes fréquences projetées donc sur le cortex auditif primaire. Maintenant, ces mêmes animaux, au lieu d'être exposés à un environnement acoustique standard et assez enrichi, sont exposés à un son pur, unique, de 4 kHz. Eh bien, vous pouvez voir que la carte fréquentielle ne se forme pas. En revanche, vous avez une surreprésentation des fréquences autour de 4 kHz. 19 kHz, la même chose, mais surreprésentation des fréquences autour de 19 kHz. Et quant à l'exposition au bruit, si de fait vous faites grandir des animaux dans des environnements bruités, c'est-à-dire avec des spectres fréquentiels très larges, et la carte tonotopique cérébrale ne se forme pas. Nous avons regardé, voyons en quelque sorte, regardons si ces deux cadérines qui forment le triplique ne sont pas exprimées par hasard dans le système central auditif. Et je dois dire que nous avons observé, on avait formulé l'hypothèse, mais ça a été au-delà de nos espérances, que ces deux cadérines sont exprimées dans les cortex auditifs en développement. Elles sont exprimées, nous les avons décelées exclusivement dans ce cortex sensoriel. Nous nous sommes aperçus que les deux cadérines étaient exprimées dans les mêmes neurones qui sont les interneurones, donc des neurones inhibiteurs, et pour faire bref, nous nous sommes alors demandé est-ce que ces cadérines ont un rôle important ou non. Nous avons regardé des animaux inactivés pour l'une ou l'autre cadérine, et nous avons vu alors que ces neurones qui continuent, quand une des cadérines est inactivée, à exprimer l'autre, ce qui nous permet de les tracer, au lieu d'entrer dans le néocortex comme chez les animaux sauvages, restent bloqués et ne pénètrent pas dans le néocortex. Donc ceci repousse en quelque sorte, d'une part, nous indique que la vision selon laquelle, lorsqu'une explication peut être donnée d'une surdité par l'atteinte périphérique, est sans doute bien exacte, mais qu'elle est limitée. Et que lorsque l'on va s'engager, et l'on s'engage, dans la réversion des surdités, nous risquons d'être confrontés à des atteintes centrales jusqu'ici méconnues. Mettons-nous par exemple dans la situation dans laquelle un enfant est sourd profond par atteinte de cette cadérine 23. Eh bien, lorsque cet enfant va recevoir par exemple un implant cochléaire, quel en sera le résultat si de fait il y a une atteinte centrale? Donc nous nous sommes interrogés et nous avons eu alors le plaisir de voir une publication d'une équipe de Taïwan qui rapportait, en fonction du gène atteint, les bénéfices de l'implant cochléaire. Et bien justement, les enfants qui avaient une atteinte de la cadérine 23 ou de la protocadérine 15 avaient un succès très partiel de l'implant cochléaire. Alors, quels sont les défis aujourd'hui? Nombreux. Du travail, il reste beaucoup à comprendre. Alors, au niveau périphérique, il me semble que beaucoup a déjà été fait, que nous entrons quand même dans une phase de déchiffrage largement initiée, entièrement par la génétique, mais les analyses protéomiques deviennent de plus en plus performantes. Par conséquent, elles vont elles aussi pouvoir s'inscrire dans ce déchiffrage moléculaire. Au niveau périphérique, les efforts se concentrent sur le traitement des surdités.
Traitement des surdités, en particulier congénitales. J'ai évoqué tout à l'heure les prothèses auditives. Pour ceux qui travaillent dans le champ de l'économie et de la finance, il faut savoir que compte tenu du nombre des personnes atteintes, tout ce qui concerne les prothèses auditives, prothèses standards ou implants cochléaires, c'est quand même une manne financière. Mais à côté de ces prothèses, qui sont des prothèses, c'est-à-dire qui ne traitent pas l'atteinte sous-jacente, se développent, on cherche à développer d'autres modes, en particulier la thérapie génique pour réverser les atteintes auditives. Plusieurs laboratoires essaient de transférer des gènes sous forme normale pour pallier au déficit dû à l'atteinte monogénique, donc responsable en particulier de surdité profonde. Mes collègues, et j'aimerais citer ici tout particulièrement Saïd Safiaddine, ont montré la possibilité de réverser tout ou partiellement la surdité dans 4 modèles murins de surdité humaine. Et le dernier nous donne les résultats les plus prometteurs. Il s'agit d'une forme de surdité profonde dans laquelle le gène atteint code pour une protéine synaptique. Lorsqu'on réinjecte le gène, c'est un peu comme si la cellule était figée. Vous réinjectez le gène, l'orchestration repart. Vous avez à nouveau relargage du neurotransmetteur, restauration quasi complète de l'audition et dont on a pu montrer qu'elle se maintient maintenant sur une année sans difficulté. Donc, c'est la voie dans laquelle nous nous sommes engagés. Il y a d'autres voies qui sont développées, en particulier des essais de régénération de cet épithélium sensoriel. C'est beaucoup plus difficile que la thérapie génique, mais il y a bien des cas où la thérapie génique ne sera pas applicable. Si par exemple les cellules ne se sont pas du tout développées, si elles sont mortes in utero, voilà. Et pour tous ces cas-là, il faudra aller vers la régénération. Alors ici mon laboratoire à l'Institut Pasteur, cette photo date un peu. Alors j'aimerais tout particulièrement mentionner le rôle de Baptiste Libé et de Nicolas Mechalski dans les dernières données présentées sur le rôle de ces cadérines au niveau du système auditif central. Saïd Safiaddine pour la thérapie génique et une collègue dont je n'ai pas eu la possibilité, faute de temps, de rapporter les travaux, qui a trouvé un nouveau mécanisme mis en jeu en réponse au son qui protège les cellules sensorielles contre l'agression sonore. Et puis, comme je l'indiquais au début, nous devons beaucoup aux collaborations que nous avons développées tout autour du bassin méditerranéen. C'est grâce à l'engagement de nos amis et collaborateurs que nous avons réussi à isoler tout un tas de gènes responsables de surdité. Et puis nous travaillons aussi étroitement avec les physiciens, en particulier Paul Avant de l'Université de Clermont-Ferrand, Pascal Martin, ici, Institut Curie, juste ici, Christine Métain pour tout ce qui est développement des interneurones que je mentionnais tout à l'heure. Et puis, il faut remercier les sponsors et vous remercier pour votre attention.